Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Magazine d'analyse d'actualité politique, des questions importantes qui retiennent l'actualité en politique sont mises sur la table. Un invité nous accompagne pour donner son point de vue. Au Congo, l'actualité dans le pays reste dominée par l'insécurité et la guerre dans l'est de la République. 4 mois déjà que Bunagana et plusieurs autres localités dans le nord Kivu sont occupées par le M23, qu'on dit être soutenu par le Rwanda. Hier, le président de la République s'est adressé à la nation, un discours de 12 minutes où il a dit énormément de choses. On va essayer de faire un focus sur l'Est de la République et sur la sortie médiatique d'hier de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un invité nous accompagne, un habitué de nos émissions, c'est l'honorable Mike Mukebai depuis Kinshasa. Honorable Mukebai, bonsoir. Bonsoir Perro Louara. Merci à vous d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Vous êtes député provincial élu de Lingwala. J'ai vu Lingwala sous les eaux, Kabinda, Mouchi, Willery. Apparemment, honorable Mukeba, plus rien ne va. La ville est totalement inondée. Oui, Perro Louara, j'ai très mal, mais avant de passer à la question que vous m'avez posée, j'aimerais vous encourager dans votre combat que vous faites pour le Congo. C'est vrai qu'il y en a certains qui pensent que vous exagérez, mais vous nous aidez beaucoup. Le courage que vous avez et vous avez pris la voie de l'exil, c'est pas facile. Tout autant que certains sont restés ici au pays, sont en prison. Mais merci pour ce que vous faites. Tout à l'heure, je rigolais avec vous, vous disiez, vous chantiez mon boulot, Nagosala Yango. Courage à vous, Inch'Allah, Dieu garde ses enfants. Merci. Alors, je passe à la question que vous m'avez posée. Il y a dans cette ville, depuis près de 2 ans, un contrat entre la ville de Kinshasa et le gouvernement central pour que les secondes financent le premier dans le secteur de l'assainissement. C'était au départ un contrat d'1,170 million que le gouvernement central devait mettre à la disposition du gouvernement provincial. C'est un contrat du temps de André Kimbuta, gouverneur. Alors, il y a eu la Banque africaine de développement qui a décidé de s'impliquer dans ce projet d'assainissement et donc l'enveloppe est passée à 2 650 000 $. 2 650 000 $ qui sont déboursés avec une convention claire que chaque fois que l'argent est déboursé, il faut des justificatifs pour passer au prochain décaissement. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Des députés, même provinciaux, des dignitaires à tous les niveaux se sont impliqués dans cette affaire et ces fonds sont mis à disposition des agences d'exécution qu'ils ont créées et ils se contentent de balayer les trottoirs. Quand ils balayent les trottoirs, les balayures là sont jetées où? Dans les caniveaux. 2 650 000 $. On m'accuse de ne rien faire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis monté au perchoir, j'ai dit que ce qui était le plus crucial, le plus fondamental, c'était de régler la question des eaux de pluie. Chaque fois qu'il y a la petite pluie qui tombe à Kinshasa, la ville est inondée, plus personne ne sait se déplacer et il y a même mort d'homme. Je l'ai dit et j'ai entendu le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa me dire oui, c'est une bonne idée. Mais en réalité, c'est comme si c'est moqué de moi et dit monsieur, tu peux beau pérorer, mais nous on sait ce qu'on fait. Au jour d'aujourd'hui, cet argent sert à financer cet assainissement et il n'y a pas de résultat. Pourtant, avec 2 650 000 $, on peut curer les caniveaux ici. On peut curer nos petites rivières qu'il y a ici et pouvoir
permettre à Kinshasa de souffler, de respirer après chaque. Voyez-vous ce que ça représente? 2 650 $ le mois, et sur l'année, ça fait combien d'argent? Non. C'est des agences d'exécution animées par des parlementaires qui travaillent pour le gouvernement provincial, et même sans se gêner, certains affichent même leur propre nom dans les places publiques où leurs ONG balayent. J'ai mené ce combat. Je vois une ONG balayée comme ça à Bandal, Fondation Godempoy. Godempoy est parmi les bénéficiaires de cet argent? Il faut lui poser la question. Dans ma compréhension de parlementaire, je ne peux pas comprendre que je participe, moi, à l'exécution du programme du gouvernement provincial. Je ne peux pas poser lui la question, prenez le courage. Et vous savez comment ça se passe. Chaque fois que je dis des choses, que je dénonce ainsi, on envoie des pitbulls dans le média qui m'attaquent. Mais posez cette question, est-ce que c'est normal? Qui contrôle qui en ce moment-là? Et alors, comme j'ai mené ce combat en dénonçant qu'il n'y a pas eu de résultat, maintenant, je reviens avec ce combat dans les institutions. Je commence la semaine prochaine et je sais ce que j'ai fait. Et j'irai jusqu'à la mobilisation dans la rue pour que Nicolas Kazadi un jour s'explique devant le Congolais sur l'affectation de ces 2 650 000 $. Et encore que c'est de l'argent de la Banque africaine de développement. Est-ce un don ou un prêt? Dans tous les deux cas, ce n'est pas responsable. Mais pire, si c'est un prêt, donc nos enfants auront à rembourser une dette qui n'aura servi à rien. Non mais Moukeba, Kinshasa est quand même une grande ville. Est-ce que vous pensez qu'une enveloppe de 2 500 000, 2 650 000, comme vous l'avez dit, permettra à résoudre le problème des inondations? Mais alors, quand on met déjà à votre disposition 2 650 000 $, mais sachez les utiliser, non? Mais puisque vous n'avez même pas 1 million, vous n'avez même pas 100 000 $, mais sachez comment les affecter. J'habite Lingwala moi-même, dont je suis l'élu. Mais nous avons une rivière ici, qui s'appelle la rivière Gombe. Mais les gens commencent à traverser cette rivière-là à pied. Parce que le lit est ensablé, complètement embourbé. Ces lits-là traversent Lingwala, une grande partie du camp Lufungula. Donc les inondations en Lingwala sont expliquées en grande partie par cette rivière-là. Allez plus loin, la rivière Kalamou, qui traverse plusieurs communes. Mais chaque fois qu'une pluie, les lits de cette rivière débordent. Et vous savez ce que j'ai vécu dernièrement? Je suis allé visiter les riverains de la rivière Kalamou. Certains ont abandonné leur maison. Pourquoi? Simplement parce que chaque fois que la rivière Kalamou est inondée, l'eau vient avec des détritus, des immondices. Et ces immondices montent, et il y a des maisons qui ont disparu, et les propriétaires sont partis, ils ont abandonné leur propriété. Vous pouvez vous imaginer ça? 2 650 000 $, c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que vous en faites? Vous vous organisez pour partager ça entre copains, pour faire semblant de balayer. Alors, il y en a qui reçoivent 50 000 $, qui d'autres 70 000. Il y en a même une dame qui est là-dedans, liée à tel, peut-être à celui qui gère les fonds, qui reçoit 400 000 $. Alors, quand celui-là reçoit les fonds, qu'est-ce qu'il en fait? Il fait semblant de balayer pendant 3, 4, 5 jours pour payer les pauvres balayeurs à 50 000 francs, 80 000 francs. Et sur les 50 000 $ reçus, en réalité, il ne dépense que 5 000 $. Et le reste, il en poche. Donc ça, c'était vraiment un détournement à ciel ouvert, mais avec une manipulation. On balaye avec cet argent. Donc, un groupe d'individus, sous Félix Tshisekedi, s'est organisé pour siphonner cet argent en faisant semblant de balayer ici et là-bas. Et vous pensez qu'on peut balayer une ville à la main? Vous pensez vraiment une grande ville de plus de 10 000 km ou d'à peu près 10 000 km, vous pouvez la balayer à la main? Vous pensez vraiment? À la main, manuellement, vous allez la balayer. Et quand on balaye, les balayures, là, elles vont où? Dans le caniveau. Depuis votre exil, où vous souffrez, mais vous croyez au Congo, vous voyez ces cantonniers balayés. Et les balayures vont où?
vous avez vu des engins mis à la disposition de ces balayeurs pour évacuer les balayures? Non, c'est dans les caniveaux. Si ce n'est pas dans les caniveaux, c'est sur le trottoir. Le trottoir lui-même, il n'existe pas. Il est lui-même couvert par du sable. Donc, on va mettre du sable encore sur le trottoir. Ces sables-là vont revenir dans le camion. Non, non, non. C'est un cycle infernal. Il faut sortir de là. J'ai décidé de mener ce combat. Après avoir longtemps dénoncé, je vais entrer dans la dimension institutionnelle et on verra ce que ça va donner, et même dans la rue. Avant de vous poser une question sur la dimension institutionnelle, j'ai vu les réponses que les camps du pouvoir vous ont particulièrement réservées, vous qui vous plaignez sur les inondations. Les inondations ne sont pas seulement un fait au Congo. J'ai vu qu'ils ont balancé les images de Madrid, les images de Paris, les images de Bruxelles. Les inondations, on en parle aussi dans des grandes villes. Hein. C'est un fait naturel, Moukébaye. Pourquoi vous croyez que les inondations est une exclusivité, une particularité de Kinshasa? Ailleurs, ouais, ces gens-là, moi j'aimais bien. À Paris, les caniveaux ne sont pas bouchés, à Bruxelles. Mais pourtant, il arrive quand même que ces pays-là qui sont mieux urbanisés que chez nous, qu'il y ait des inondations, Mike. Qui prennent aussi les photos des caniveaux de Paris, des caniveaux de Bruxelles et de Kinshasa. J'ai fait une itinérance il y a quelques jours. On est en train de déboucher, c'est au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a une caméra publique de déboucher les quelques caniveaux, quelques 2, 3, mais pas l'ensemble des caniveaux. Mais vous voyez la quantité de sable, de boue qui sort de là. Vous pouvez sortir ça de caniveaux de Paris et de Bruxelles? Hein? Non, mais ça c'est la preuve, Mike Moukébaye, que les inondations n'arrivent pas. C'est pas une exclusivité de Kinshasa, ça arrive partout. Bah alors, quand une inondation arrive, moi je vais pas répondre à ceux-là qui mettent ces photos dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont donné la parole à tous, les bonnes et les sottes espèces. Moi, je vais poser la question, quand Paris est inondé, on peut mesurer les degrés de la pluviométrie. C'est cela. Quand Paris est inondé, c'est que c'est une pluie exceptionnelle ou des pluies exceptionnelles. Ici, c'est le 2 gouttes de pluie qui tombent et la ville est inondée. Alors, ne me demandez pas moi, allez répondre aux autres espèces. Je ne réponds pas aux autres espèces. Une ville est appelée à évoluer, un pays est appelé à évoluer. Depuis que nous sommes indépendants, 62 ans ici. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici, moi-même autant. Vous avez déjà vu les services publics s'occuper du curage des caniveaux? Depuis que le colon est parti. Ça ne se fait pas. Alors, toute cette propagande qui est déployée par les fanatiques, vous voulez que moi, je réponde aux fanatiques? Moi, je réponds aux hommes rationnels qui pensent développement du Congo, argument contre argument. La simple question, mesurer les degrés de pluviométrie quand Kinshasa est inondé et quand Paris est inondé. À Paris, la ville de Paris, les rivières qui traversent, même certaines ont été créées artificiellement, mais elles servent à la beauté du Paris, elles sont navigables, les gens y vont avec des embarcations. Nous avons des rivières ici, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ne me demandez pas de répondre à ces sortes d'espèces, excusez-moi, sortes d'espèces entre guillemets. Allez, parce que vous avez abordé aussi une facette institutionnelle, vous êtes vous-même député, toujours dans ce même débat-là, on dit que vous êtes un député des médias, tout le temps à la télévision. Quand est-ce que vous allez, par exemple, interpeller le ministre des infrastructures de la ville de Kinshasa? Quand est-ce que vous allez faire une motion contre ces choses-là? On vous voit plus à la télévision qu'à l'hémicycle. Oui, est-ce que vous avez été élu pour pérorer à la télévision ou plutôt pour représenter les Kinois à l'hémicycle? C'est tout un combat, c'est de l'intelligence dans ce combat. D'abord, la bataille de l'opinion. Parce que nous sommes ici dans un pays où au niveau institutionnel, on étouffe tous ceux qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde. C'est ça le problème. Je ne suis pas bête. J'ai choisi d'abord une bataille de l'opinion. Parce que ici, une chose est vraie. Les Congolais dans leur ensemble, les pauvres, ils sont pour le changement. C'est nous les dirigeants qui ne voulons pas que ces pays changent. Alors je commence par une bataille de l'opinion. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, nous sommes à 60%, 70% dans cette bataille de l'opinion. Mais alors, qui vous dit pas que la semaine prochaine, je vais déposer
une question orale avec débat, pas contre le ministre provincial des infrastructures, non, contre celui des finances qui reçoit les fonds et qui les utilise, à mon point de vue, très mal. Ben voilà, je le ferai. On va suivre, parce que bon, beaucoup disent quand même que Mike Moukébaye est un député des plateaux de télévision et non pas un député de l'hémicycle. On suivra et on fera le point et le Alors, vous voulez que je sois un député de l'hémicycle, là où j'ai une majorité en face de moi, qui décide, c'est la majorité. Je suis un élu. Et si la majorité elle-même va dans une voie et que ça ne correspond pas avec l'intérêt général, vous voulez que je change quoi? Quand vous amenez une initiative au Parlement, une loi, une question orale, et à l'issue de cette question orale avec débat, vous proposez des recommandations, mais ces recommandations sont soumises au vote, et si vos recommandations sont balayées, après vous faites quoi? Les lois qui ont été votées dans cette ville, que nous avons trouvées, notamment la loi, par exemple, l'édit, comme on l'appelle, les lois provinciales sont appelées ainsi, l'édit sur les nuances sonores. Vous posez la question à la majorité sur l'exécution de ces édits-là, jamais exécutés. Donc, j'amènerai un édit au jour d'aujourd'hui, peut-être pour le besoin de l'histoire, peut-être pour mon honneur, pour mon propre combat. Mais que deviendra cet édit-là demain si nous devons continuer dans cette voie où les lois de la République, les lois provinciales ne sont pas respectées? Alors, il faut être intelligent pour mener le combat autrement. C'est comme ça que je l'ai fait. Je sais que je serai incompris de certains, mais d'autres après moi vont aller dans le même sens, abonder dans le même sens, et nous changerons le Congo. Allez, on va suivre Mike Moukébaye. Honorable, l'actualité, la gronde dans le pays reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Avant d'en parler un peu plus en profondeur, hier, le président de la République s'est adressé à la nation. Là aussi, avant de prendre point par point, globalement, comment avez-vous trouvé les discours de Tshisekedi? Oh, quelle vacuité! Vacuité, comme j'ai dit. Vacuité. Il n'y avait rien à retenir. Rien en termes de réconfort de son peuple et des perspectives pour l'avenir. Je suis un politique. Je pose ces débats. Le discours était vide, était clair pour vous. Oui, le réconfort du peuple, c'est de dire qu'il y a des questions humanitaires dans cette guerre, et voilà le moyen. Voilà la logistique que nous déployons. Nous ne pouvons peut-être pas répondre aux problèmes, mais nous commençons à ce niveau, et nous sensibilisons le monde pour que le monde arrive à telle hauteur. Donc, le président devait dire aux Congolais que le besoin de ces Congolais qui sont aujourd'hui sans logis s'élève à $1 milliard et que là, nous mettons, nous, 200 millions et que nous pensons et que nous avons discuté et que nous mobilisons le monde que dans les 30 jours, le monde pourra mettre 500 millions. C'est ça. Non, mais puisque vous parlez par exemple de ce point-là, le président a dit que il a appelé à un élan de solidarité en parlant des réfugiés. Il dit que nous en sommes à plus de $200 000 américains et que le gouvernement a été instruit pour apporter un réconfort à ses compatriotes. Quel budget? Le budget congolais à 14 milliards. C'est pas 200 milliards. 14 milliards. Non, je parle des réfugiés. Je parle des réfugiés, des guerres dans l'Est. Ouais. Le président a dit qu'ils sont aujourd'hui à 200 000 réfugiés. 200 000 réfugiés. Oui. Et que le gouvernement a été instruit pour leur venir en aide. Instruit, ça signifie quoi? Instruit, quels sont les besoins? Il dit non, nous évaluons que pour construire des tentes, ainsi de suite, nous évaluons à ceci au niveau du Conseil des ministres et le gouvernement, d'ici une semaine, débloque 200 millions. Vous avez entendu ça? Le gouvernement a été instruit. Ça signifie quoi? Plus de 200 000. Qu'est-ce que nous attendons de la communauté internationale? Avons-nous lancer cet appel clair vis-à-vis de la communauté pour montrer à la communauté que nous, voici notre contribution à nous, puisqu'il s'agit de notre propre pays. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien, que des promesses. Et des promesses, ah ça, c'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est là qu'il excelle. Honorable Mike Moukébaye, je vous propose qu'on prenne le et en termes de perspective, vous avez vu une perspective d'ouvrir une perspective, de consoler son peuple, de lui témoigner la solidarité et d'ouvrir une perspective. Il n'y a aucune perspective. Il n'y a aucune. Quand je parle de perspective, le président en ouvre une. Il dit, bon, ok,
j'appelle à la mobilisation. Et donc... on va aller. Honorable, prenons le discours du président pas par pas. Le président a commencé par dire que c'est le Rwanda qui attaque la République. J'ai les extraits ici. Le Rwanda attaque la République démocratique du Congo. Il parle notamment des élans expansionnistes du Rwanda qui veut insécuriser l'Est de la République pour profiter des minerais de la RDC. Est-ce que vous comprenez cette propension à jeter la balle au Rwanda? Parce que finalement, les Rwandais ont répondu en disant au Congo, il y a un gouvernement qui ressemble à un fou qui ne sait rien faire, mais qui jette la pierre tout le temps chez l'autre. Est-ce que vous comprenez les germiades de la République démocratique du Congo? Vous condamnez aussi l'action du Rwanda dans cette guerre? Attendez, tous les Congolais condamnent l'action du Rwanda. Et ce n'est pas la première fois que le Rwanda nous agresse. J'ai l'impression que Félix Tshisekedi est arrivé là, président de la République, avec des coupures sans continuité. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda nous agresse. Et quand il est arrivé au pouvoir, comment il a compris nos relations avec le Rwanda? Il les a posées en termes de normalisation, ce qui est normal. Mais quand vous les posez en termes de normalisation, et que vous permettez, et là c'est là que je félicite Peroloa pour le travail qu'il fait, c'est vous qui nous appreniez en recevant le porte-parole du M23 que une délégation du M23 était venue ici et que cette délégation avait discuté avec le gouvernement. Qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce qui n'a pas été conclu et exécuté entre eux? Personne ne le sait. Quand il arrive, il pose les problèmes en termes de nomination, ce qui est formidable. Et il faut normaliser avec des voisins. Mais en posant les termes de la question en termes de normalisation, qu'est-ce qu'il a fait pour construire une armée? Parce que vous ne pouvez pas être en paix. Tous nous avons été à l'école, on nous a appris, il y a un dicton qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Avons-nous construit une armée? Avons-nous pu doter l'armée congolaise d'une force dissuasive pour que les voisins redoutent de nous attaquer? Avons-nous travaillé à l'accomplissement de ce qui est inscrit dans les traités régionaux sur le contrôle des armes légères et des petits calibres? Y avons-nous travaillé? Avons-nous consenti assez d'efforts pour pouvoir parvenir à la levée du régime de notification? Ces régimes de notification qui nous bloquent, pourquoi? Parce que le monde ne nous fait pas confiance. Le monde estime que nos armes à nous, légales, de nos forces, se retrouvent deux fois entre les mains incontrôlées et incontrôlables de groupes armés et de groupes rebelles. Qu'avons-nous fait en cette matière? La législation sur la gestion des stocks d'armes et de munitions, elle est vieille de plusieurs décennies, elle est de 1985. Joseph Kabila a tenté une réforme en 2012. Cette réforme a avancé et au niveau de l'Assemblée, ça a été adopté, national. Au niveau du Sénat, oui, et ça n'a jamais été promulgué. Cette loi-là, pour mettre notre législation en ce qui concerne la gestion des stocks d'armes et de munitions au niveau des standards internationaux. Qu'est-ce que ça nous coûte d'avancer dans ce sens-là? Est-ce que Félix Tshisekedi a appréhendé le problème dans ce sens-là pour faire avancer le Congo? Depuis 20 ans, 10 ans, où est la moindre armurerie que nous avons créée? Où est les moindres dépôts d'armes que nous avons créés? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Le problème, c'est nous, ce n'est pas les Rwandais. C'est ce que vous reproche, vous, ensemble. Katumbi ne condamne pas les Rwandais. Moukeba, je pose une question sur l'implication du Rwanda. Vous m'amenez dans l'armurerie, vous m'amenez dans ceci, un peu comme Katumbi qui ne dit rien sur l'agression. Un pays si puissant n'a pas à se plaindre de ses voisins. Un pays si puissant a à se construire économiquement et militairement de sorte qu'aucun voisin ne pense un seul jour, même dans ses rêves les plus fous, de nous attaquer. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive aux affaires, c'est l'enrichissement personnel, et puis on fait semblant, et puis on appelle à l'unité qu'on a soi-même sabordée depuis 2 ans, depuis 3 ans.
Cet appel à l'unité, oh, ça j'aime bien, mais quel est le contenu réel? On va parler de ça, on va parler de ça. Moi, j'attends de vous une condamnation formelle et claire contre le Rwanda, Mike Mukebai. C'est ça ma question. Elle est claire, elle est sans ambiguïté, mais ne m'embarquez pas dans un discours plein qui a commencé depuis 20 ans, 30 ans, et qui au jour d'aujourd'hui perdure. Comment a-t-on fait en 2013 pour anéantir le M23? Comment a-t-on fait? Quels sont les leviers que nous avions en main en ce moment que nous avons perdus? Ce sont ces questions que nous devons poser. Moi, je ne suis pas dans cette logique où les gens trouvent tout le temps que la faute, c'est l'autre. Au lieu de se poser la question sur sa responsabilité. C'est cela. On reste dans le discours du président de la République, Mike Mukebai. Le président a dit, quand il est arrivé, il a pris l'engagement de consolider la paix dans les partis où il y en avait et de la rechercher dans les partis où il n'y en avait pas. Il note notamment, il parle d'une, ce sont ces mots, il parle d'une diplomatie de proximité en visitant les 9 pays. Il note notamment les accords signés avec l'Ouganda, avec la mutualisation des forces. Il parle du Rwanda avec la signature des mémorandums d'entente qui a même permis au Rwanda aujourd'hui de raffiner l'or de la RDC, qui a permis également à Rwanda d'atterrir chez nous, ou encore ces contrats des suppressions des double taxation. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a des raisons de se réjouir de la diplomatie telle qu'il a vantée hier dans son discours? Aucune raison, parce qu'il a été mal élu, il s'est tout de suite mis à rechercher la légitimité dans la région et au niveau international. Et c'est ce qu'il a affaibli aujourd'hui. Quand il parle de la diplomatie de proximité, en s'ouvrant vers le Rwanda, vers l'Ouganda, vous pensez que c'était une erreur? Une diplomatie de proximité avec un président de la République mal élu qui a voulu s'assurer de l'appui de ses voisins. En se disant à l'adversaire sont costauds, Fayoulou, Bemba à l'époque, Katumbi. Je recherche d'abord donc la légitimité dans la région et puis continentale et internationale. Et il a fait de mauvaises concessions. Et il paie les prix. Pour les quoi? Il paie les prix de mauvaises concessions sans avoir cerné le problème. Historiquement, depuis 20 ans, 30 ans, c'est cela. Vous parlez de l'unité. Quand le président lance un appel à l'unité nationale, quand le président lance un appel à la mobilisation générale, vous vous dites qu'on ne peut pas parler de l'unité. Lui-même est le premier à tort de cette unité-là. Vous ne croyez pas à cet appel-là? Bon, alors, avant de répondre à cette question en rapport avec l'unité nationale, laissez-moi dire un mot sur ses rapports avec ses voisins. Regardez que ce pays n'a jamais été membre de la communauté East African. Kenya et tout le reste. Et là, comme le président de la République s'est retrouvé dos au mur, il a décidé d'amener la plus de moitié du Congo à cette communauté-là. Nous n'avons même pas d'experts là-dedans. Nous ne savons même pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez, nous, pénétré pour comprendre cette communauté. Et dans l'entretemps, il y a 3-4 pays qui sont hostiles là-dedans. Et dans l'entretemps, il y a le Kenya, qui a connu la tendance, et le nouveau président s'est montré hostile à nous. Je dirais hostile entre guillemets. Il nous a dit des choses vraies. Et c'est là que vous allez. C'est là que vous allez livrer le sort du pays. Vous dites c'est eux qui vont nous régler le problème. Et on parle d'une force régionale. Une force régionale qui se déploie de manière séquentielle. L'Ouganda est arrivé ici au nom de la mutualisation. Et puis à un moment, on vous explique que les forces ougandaises se transforment en forces régionales. Mais l'Ouganda a, lui, ses objectifs. Repousser le plus long possible les ADF. Et vous avez, de l'autre côté, un peu plus au sud, dans le sud Kivu, le Burundi qui se déploie. Et même les forces burundaises, et encore les forces ougandaises, quand elles pénètrent sur le territoire national, il n'y a pas d'autorisation du Parlement comme le demande la Constitution.
Et aujourd'hui que le Kenya arrive, quelle est la coordination qu'il y aura entre ces différents corps expéditionnaires si nous devons tenir compte qu'il s'agit d'une force régionale? Donc, il n'y aura aucune coordination. Et une question beaucoup plus fondamentale se pose en termes de financement de cette force régionale. La réponse a-t-elle été trouvée? Non. Mais voilà que c'est à ce sein-là que c'est vous, le chef de l'État. Vous parlez de cette question d'unité. Ah, moi, je veux bien. Ah, j'applaudis à demain, même avec les pieds. J'applaudis. Ok, allons-y, l'unité. Ok. De toutes les grandes forces, les forces majeures, les leaders majeurs, qui a témoigné de la sympathie ou de la solidarité pour le M23? Personne. Tous ici, nous avons mobilisé, nous nous sommes mis en treillis pour appeler le peuple à se mobiliser. Cette étape est passée. L'unité, oui. Je ne prêcherai jamais pour la désunion. Nous devons être un peuple fort. Mais alors, quel est le réel contenu de cette unité nationale si Katumbi se retrouve autour d'une table avec Félix Tshisekedi, avec Fayoulou? Quel sera l'agenda? De quoi ils vont parler? Non. Ça, c'est en fait un pouvoir qui est aux abois et qui veut mettre ses opposants en difficulté. Dit, je les appelle à l'unité. Si jamais ils ne viennent pas, je vais dire aux Congolais que c'est eux, en fait, qui sont les suppôts du M23. L'unité, elle est là. On vous demande, vous qui avez l'impérium, de régler le problème. Même si nous allions à cette table de négociation, qui sera le dernier à décider? Pour monter la main en puissance, pour régler tel problème, pour régler le problème de la loi Ley, la loi américaine, qui ne veut pas que la maman américaine traite avec des armées, où il y a des généraux, des officiers compromis, comme le cas chez nous. Si tu es dans des rapports mapping, si tu es dans le trafic des armes, comment on peut préférer maintenir ces officiers dans l'armée au détriment de l'intérêt général? Toutes ces questions, qui va gérer ça? C'est celui qui a l'impérium. Alors, l'unité, les Congolais peuvent compter sur nous. Nous sommes engagés. Mais en réalité, quel est le contenu réel de l'appel à l'unité? Qu'allons-nous nous dire entre nous? Parce qu'en réalité, vous allez discuter, mais au finish, qui conservera l'initiative? Ce n'est pas le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il en fera? Il y a quelque temps, il nous a appelés à l'unité, puisque nous passions tout ce que Kabila était le plus... le grand diable au Goscob. Qu'est-ce qu'il a fait de cette unité? Crier autour de l'Union sacrée, qu'est-ce qu'il en a fait au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc, il a la responsabilité institutionnelle. Nous pouvons lui amener nos idées, mais qui décidera en dernier lieu? Quand vous êtes autour d'une table, pensez-vous que vous allez tous se mettre dans le même sens? Il arrive que deux conseillers du chef se retrouvent en contradiction sur une question donnée. C'est le chef qui décide. Avez-vous vu le documentaire sur l'opération Jérédimon? Opération cible Oussama Ben Laden. Mais il y avait des positions contradictoires autour de Barack Obama. Il a dit ici, il y a de chances qu'il ait les anciens. Et bien, il y avait des discordances, mais il a décidé. Et Inch'Allah, pour lui, ça a réussi. Mais voilà, c'est cela. L'unité, elle est là. Arrêtez de nous rabâcher les oreilles sur cette affaire d'unité. Elle est là. Monsieur, prenez votre responsabilité. Foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Hein? Prenez votre responsabilité. Ok. Et vous comprenez quand il dit... parlons de l'armée justement, il parle devant un FARDC qui doivent faire leur travail en tout patriotisme. Lorsqu'il dit qu'il appelle les jeunes à être recrutés et il appelle à l'ouverture des centres de recrutement des jeunes pour servir le pays sous les drapeaux, ça rentre également dans le cadre de la mobilisation et de l'unité, si vous voulez avoir des éléments. Alors, nous allons faire la guerre quand? La guerre, elle est là maintenant, elle s'impose à nous. Vous appelez à l'ouverture de centres de recrutement. Et par la suite,
au recrutement, par la suite à la formation. Ça vous prend combien de mois tout ça? Ça vous prend combien de mois? Ça vous prend combien de mois? En fait, donc pour répondre au M23 et au Rwanda, il faut attendre 8 mois, 10 mois. Et encore, je ne suis pas un stratège militaire, mais j'ai quand même une compréhension des problèmes de mon pays. Alors, vous allez prendre des jeunes qui sont de centre d'instruction à 6 mois d'information parce qu'il faudra réduire le délai pour qu'ils se soient opérationnels le plus vite possible et vous les envoyez au front. Mais c'est de la chair à canon que vous envoyez sans aucune expérience. Donc, ça signifie que c'est une position qui ne vaut rien. Non seulement que c'est dans la durée, c'est 8 mois, 10 mois peut-être, je ne sais pas. Mais vous allez prendre 10 000, 20 000 jeunes qui sortent à peine du centre d'instruction avec un délai de formation réduit, vous les envoyez au front. De la chair à canon. Donc ça signifie qu'il n'a pas de proposition pour la République. Et j'ai entendu plus loin, il parle de groupes de vigilance à créer. On n'appelle jamais les peuples à créer des structures. En ce qui concerne la sécurité, ces structures vont se transformer dans des avatars demain que nous ne pourrons pas gérer. Donc chacun dans son quartier, il prend des jeunes, ils deviennent un groupe de surveillance. Et ils dépendent de qui et de quoi? On appelle un peuple à la vigilance et à collaborer. Et encore, même quand le peuple collabore, toutes les infos que le peuple donne, ce n'est que des indices qui doivent être traités, analysés, décryptés. Sinon, vous allez avoir 20 groupes de vigilance sur la même avenue qui vont commencer à s'entreaccuser. Et ces groupes, quand ils auront travaillé pendant 1 ou 2 ans, et qui se diront que nous avons travaillé pour l'État, et un jour vous lui dites, vous ne travaillez plus, ils deviennent encore un autre problème à régler. C'est quoi ça, cet appel de groupe de vigilance? C'est quoi? Ça va être formé comment? Ça va être géré comment? Avec quel poste de police? Avec quel point focal de renseignement? C'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que là, c'est vraiment le pays qui va en vrille. Il note également, il a également parlé de, il a mis en garde les traîtres, mais aussi ceux de nos compatriotes qui se livreront aux actes de xénophobie. Il dit ceux qui seront responsables des propos xénophobes et des stigmatisations subiront la rigueur de la loi. Là, quand même, pour une fois, vous pouvez accepter ça, Mike Litebaï. Il menace des traîtres non identifiés. Mais il y en a, non, qui ont été identifiés, non? Lui-même a dit que l'armée est infiltrée. Ah, si, vous dites que l'armée est infiltrée. C'est que vous avez des informations sûres, non? Et qu'est-ce qu'il a fait depuis? Oh, et puis, Mbosso, qui a dit un jour, vous, députés, quittez les groupes armés. C'était quoi? Juste comme ça, quelque chose dit en l'air, où il avait des informations en tant que président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Ils menacent qui? C'est un pouvoir, à mon point de vue, totalitaire, totalitariste, qui a l'habitude des menaces. C'est la première menace que nous avons en face de lui. Hier, c'était Malheureux Gotonda. Aujourd'hui, c'est qui les traîtres? Entre moi, qui vis ma vie de député provincial, qui essaie de me battre pour mon pays, et ceux qui ruinent le pays tous les jours, quasiment sous la bénédiction de celui qui est au sommet de l'État, qui est le traître? Dites-moi, qui est le traître? Quand je vois que ici à côté de chez moi, Triomphal, une aire quasiment protégée qui a une dimension historique considérable, importante. Au jour d'aujourd'hui, on a construit là et on a déjà mis de clôtures de chantier, d'enceintes de chantier, et qu'on veut construire là. Qui est le traître? Et quand je demande la question, on dit c'est la maman qui fait ça. Je ne dis pas quelle maman. Allez chercher la maman. C'est quelle maman? Des hommes. C'est pas un Ngobila qui a fait ça, c'est une maman. Cherchez quelle maman qui a le pouvoir au-dessus des institutions. Cherchez, il y en a 2 ou 3. Cherchez. Hein? Ok. Et puis, donc c'est la maman, c'est la maman qui construit sur le terrain Triomphal là. C'est des éléments de la garde républicaine qui arrivent là à 3 h du matin pour construire en toute hâte l'enceinte chantier là. Ben, vous voulez quoi? Qui est le traître?
Quel est traître? Donc dans cette ville, nous n'aurons jamais des espaces publics pour respirer un peu. Mobutu a laissé cet espace-là. Mouzé a laissé cet espace-là. Joseph Kabila a laissé cet espace-là. Sous Félix, l'espace est soufflé. Qui est les traîtres? Qui ici s'enrichit tout le jour? Qui? Vous ne connaissez pas ce genre? Qui est les traîtres? Les traîtres, c'est nous autres. C'est ce sont ces posants. Et avec des journalistes propagandistes qui appellent à l'arrestation de leurs propres confrères, j'ai jamais vu ça. Moi, Moukeba qui vous parle, moi j'ai fait les maquis de Laurent Kunda. Les journalistes, il va chercher l'info. Les Congolais ont le droit de savoir quelles sont les revendications de M23. Le journaliste congolais relaie quand même le point de vue des M23 dans un pays en guerre. La presse doit être derrière son pays. Ben, attendez. J'ai suivi un journaliste à Kinshasa appelé même à leur arrestation. Il parle du libertinage. Mais ces journalistes-là, quand l'armée se fait... Je ne sais pas dans quelle école de journalisme il a été. Moi, j'ai fait l'école de journalisme facile, qui est 25 ans de métier, je sais ce que c'est. Les journalistes, ils donnent l'information. Parce que les Congolais ont le droit de savoir. Donc vous comprendrez que moi, je puisse relayer les informations d'M23, que je fasse des émissions avec les M23. Mais moi, j'ai fait mieux que toi, Perrault. Moi, je suis allé dans le maquis de Laurent Kunda. J'y ai dormi. C'est le travail du journal. Je donne l'info. Pourquoi les Congolais, pourquoi ceux qui sont au pouvoir peuvent négocier avec la M23? Ils sont seuls à savoir. Et donc, les journalistes ne peuvent pas donner l'information pour que l'opinion publique sache à quoi s'en tenir sur ce conflit-là. C'est quel journalisme, ça? Quand les États-Unis attaquent l'Irak, la plus grosse interview qu'un journaliste américain peut obtenir, ce n'est pas avec le président américain, c'est avec Saddam Hussein, pour comprendre sa pensée. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Et tu sais, il y a des choses dans la compréhension de la stratégie, à tous les niveaux, même communicationnel quand il s'agit de l'État, que je ne peux pas dire ici. Si des gens n'ont pas cette capacité, il faut les laisser mourir de leur belle mort. Et les Congolais vont régler leurs problèmes l'année prochaine aux élections. C'est aussi simple que ça. C'est un problème d'intelligence et à un niveau. Si ce n'est pas le cas, alors il faut pleurer et demander au peuple de faire le reste. On fait le point sur ce que le président a dit. Visiblement, il vous a laissé les goûts de quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas de propositions. Mike, le président a parlé de deux options. L'option diplomatique qui a échoué, mais malheureusement, il n'a pas enclenché l'option militaire. Comment voyez-vous la suite de cette guerre avec Félix Tshisekedi? Oh, mais pourquoi vous voulez que je réponde à cette question? Mais vous avez donné la réponse. L'option diplomatique a échoué. Et l'option militaire, c'est pas clair. C'est une affaire des centres de recrutement. Puis alors, vous voulez que je réponde quoi? Vous voulez que je réponde quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour vous, le pays est perdu avec Tshisekedi. On n'a aucune réponse. Oh, perdu, je crois que le terme n'est pas si fort. Hein. Je sais que vous parlez très bien français. Cherchez-moi un autre terme que je pourrais partager avec vous. Donc vous pensez que le gouvernement et le président Félix, à l'heure où nous parlons, le président n'a plus de ressources pour résoudre le problème de l'Est? C'est la Bérésina. C'est la Bérésina. Je rigole. C'est la Bérésina et en même temps j'ai mal pour mon peuple. C'est la Bérésina. Non mais justement, vous rigolez alors que la situation est très grave. Vous êtes à mettre dans le lot de ceux qui veulent l'échec du président. Qu'est-ce que vous gagnez si Félix ne sait pas récupérer le Bunagana? Je rigole, qu'est-ce que je gagne? Je perds. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Que j'aille dire aux gens, allez, prenez l'intelligence, montez à tel niveau, faites ceci. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez quoi? J'ai dit, je rigole de l'amateurisme des hommes au pouvoir, mais en même temps, j'ai mal pour mon peuple. Mal, et je souffre. Et il ne reste qu'une seule option. Que les élections soient organisées dans la transparence pour qu'il y ait de nouveaux dirigeants. Non mais comment voulez-vous qu'on organise des élections avec l'insécurité dans l'Est de la République? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va aller vers un report des élections. Alors j'entends beaucoup cette thèse-là ces derniers jours. Je l'ai entendu de la bouche de Patrick Mouyaya. Pouvez-vous l'appeler pour lui dire combien de temps il nous donne pour qu'il stabilise et ensuite on va aux élections? Posez-lui la question. C'est combien de temps? Ils sont arrivés au pouvoir et de nouveau
foyers des conflits et tensions ont été créés, notamment les M23, anéantis en 2013, notamment Kwamutu, Kinshasa, avec cette menace de Kuluna permanente, qu'ils nous disent il leur faut combien de temps. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, à la limite, je fais la concession, je dis ok, bon, je suis d'accord avec vous que la stabilité du pays, la sécurité passe avant tout, mais donnez-nous un délai, dites-nous un an, mais aussi en même temps, est-ce qu'il ne va pas avoir de nouveaux conflits, de nouveaux foyers de tensions sous votre règne? C'est aussi simple que ça. Vous n'allez quand même pas demander à Félix Tshisekedi d'organiser les élections dans un contexte, dans un climat de tension comme celui qu'on a aujourd'hui. Je suis en train de dire que je ne m'adresse pas à lui, je m'adresse à le porte-parole de son gouvernement qui nous disent il leur faut combien? Si c'est 20 ans pour stabiliser le Congo, ils nous disent c'est 20 ans. S'il y a des Congolais qui vont accepter, comme ça nous attendons 20 ans pour les élections. Si c'est 6 mois qu'ils nous le disent, c'est aussi simple. Non mais vous, quel est votre point de vue, Mike? Nous avons une jurisprudence à la question en 2016. Kabila se retrouvant dans les mêmes conditions à poser les élections. On ne va quand même pas organiser les élections avec une partie du pays occupée, Mike Moukébaye. D'abord, je remarque que vous ne voulez pas m'écouter quand je vous demande à vous de leur poser la question. Pour qu'ils nous accordent. Ça prendra le temps que ça prendra, Mike Moukébaye. Le plus important, c'est de recouvrir l'intégrité nationale. Ça c'est bon. Mais vous pouvez vous imaginer qu'un pays qui est tiraillé ainsi, et si déjà un chef d'État, un président de la République à faible légitimité, n'organise pas les élections, vous allez contrôler tous ces gens-là? Vous pouvez vous imaginer, vous vous posez la question? Hein? Moi, je me la pose à haute voix. Je nous la pose. Vous pouvez vous imaginer que si en 2023, il n'y a pas ces élections, mais écoutez, vous donnez les armes aux adversaires. Vous leur donnez la fève de contestation. Les contestations vont aller dans tous les sens. C'est que je ne souhaite pas. Moi-même, vous me connaissez, je suis un homme d'intelligence, de cerveau. Je n'ai vécu qu'avec mon cerveau. J'ai été journaliste pendant 25 ans, même si ça ne m'a pas permis d'acheter même un vélo. Aujourd'hui, je suis député provincial. Donc, si il y a ne pas acheter les vélos, c'est un problème d'organisation, Mike. Hein? Ça, c'est la réponse de vos détracteurs. Vous avez été parmi les grands journalistes, vous avez eu les plus grands contrats. Le plus grand contrat du pays. Non, attendez. Attendez, quels sont vous avez été en Europe, aux États-Unis, vous avez fait les voyages avec tous les grands de ce pays-là. Si vous n'avez pas acheté un vélo, ça c'est vous. C'est un problème de désorganisation personnelle. Vous pouvez penser qu'un jour se paye avec un voyage? Fut-il un voyage du Premier ministre, avec ça, qu'un journaliste assure sa carrière et sa retraite, ou que dans un pays sérieux, les véritables sources de revenus de la presse, c'est d'abord la publicité et la vente du produit. Vous voyagez avec un ministre, on vous donne 5 000 $, vous vous organisez pour toute la vie. C'est ça? 10 000 $, vous organisez pour toute la vie. Vous allez acheter un lopin de terre en scellé, vous construisez une maison, vous dites ah je suis à l'abri, où il n'y a pas de sécurité sociale. C'est quelle compréhension là de la vie d'un homme, de la vie d'un intellectuel? Qui sont ces joueurs qui ont travaillé? Combien ils touchaient? D'ailleurs, je vais être prétentieux avec vous. Je suis l'un de leurs joueurs qui, en travaillant au Congo chez Kinké, a touché un salaire de 900 $. Demandons aux joueurs, même de l'époque, même d'aujourd'hui, qui touche un salaire de 500 $. Et comment voulez-vous que quelqu'un assure sa carrière et sa retraite par des choses aléatoires comme des voyages avec un officiel? Là où son métier ne le paye pas, parce que c'est ton métier qui te permet d'épargner et d'organiser ta retraite sur le plan de la sécurité sociale. Non, c'est pas simple. Mike, on va boucler ces dossiers de l'Est et de la République. Pourquoi Moïse Katumbi n'a jamais fait de déclaration condamnant le Rwanda depuis que l'agression a commencé? Nous avons fait... Je parle de Moïse Katumbi, individu, président d'ensemble. Pourquoi le silence de Katumbi par rapport à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo? Je crois que ça c'est lié à ces menées diplomatiques qui l'amènent à un certain... devoir de réserve. Parce que le mené diplomatique qu'il déploie, moi je ne peux pas vous les étaler ici. Vous vous rendrez compte un jour
que nous faisons du travail, en tout cas. Donc la diplomatie de Katumbi est plus importante que l'intégrité du pays et la mobilisation contre le Rwanda qui est donc agresseur du Congo. La diplomatie en rapport avec ce qui se passe à l'Est, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, que je ne peux pas moi porter sur la place publique. Vous découvrirez ça un jour. Vous savez, la politique c'est aussi ça, ce n'est pas tout le temps de venir dire je fais ceci, je fais cela. Mais quand nous arrivons au résultat, vous verrez, il y travaille. Je ne veux pas l'exposer face à un pouvoir qui lui est totalement hostile. Je ne veux pas l'exposer. Un pouvoir hostile, mais dans lequel il évolue, quoi. Jusque-là, toujours dans l'union sacrée, et pourtant vous dites que le pouvoir est hostile à Katumbi, quoi. Une question de jours et de semaines et de mois. Ça fait combien de jours? La dernière interview que j'ai faite avec vous, Mike, vous m'avez dit ça. L'avant-dernière, c'était ça. Et puis l'autre, là, c'était aussi ça. Vous pouvez en faire des gorges chaudes comme vous les faites là. Moi, ça ne m'impressionne pas. Mais ça va être réglé. Nous sommes assez responsables. Mon leader est assez responsable, on va régler ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rupture totale avec l'union sacrée, c'est une question de... D'abord, elle est inévitable. Deux, c'est une question de jours, de semaines et de mois. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est l'honorable Mike Mukebai. Ça fait plus de 50 minutes qu'on est avec lui et qu'on parle de l'actualité dans le pays. Honorable, on vous a vu également monter au créneau ces jours-ci dans le conflit Daniel Safou et Sakombi. Comment expliquez-vous que vous, Mukebai, que vous battiez pour des valeurs, vous défendiez un député qui fait de l'arnaque, si je peux le dire comme ça, et du chantage au ministre, une affaire personnelle? Je ne sais pas ce que ça signifie arnaque dans ce conflit entre Daniel Safou et l'autre là que vous citez. Molendo Sakombi, votre ami Molendo Sakombi. Bah, c'est vous qui l'avez cité. Non, s'il vous plaît, je ne l'ai pas cité. Les morcelaires de terrain au Congo, il est connu. Depuis que ce conflit a commencé, j'ai reçu des dossiers, et même le dossier du tout premier président du Parlement congolais, Joseph Kassongo. Et au jour d'aujourd'hui, sa famille est en justice avec cet homme-là que vous citez. Et ça, c'est des forfaitures accomplies avant que celui-là ne devienne ministre. Alors, c'est aussi une question que je me pose. Comment vous pouvez prendre quelqu'un qui était courtier en immobilier, qui avait déjà assez de conflits en justice, avec des terres, et vous en faites des ministres des Affaires françaises? C'est pour qu'ils viennent régler ses problèmes personnels. Et celui-là, quand Safou dénonce ce qu'il fait, vous me dites qu'il s'agit d'une arnaque. Non, mais attends, il parlait quand même de 209 appels en 2 ans. Il montre des messages où Safou lui demande de l'argent. Ça a été vraiment bien démonté. Que c'est vraiment de la manipulation, parce que je vous dis que cet homme-là, je l'ai pratiqué à un moment donné de ma vie. Ce qui s'est fait le mieux, c'est la manipulation et la perversion. Et alors, donc, 209 appels, il n'y a aucun téléphone. À moins que Bill Gates en crée un autre, qui peut accumuler des 209 appels en absence. Ça n'existe pas. Donc nous l'avons bien démonté ici, mais les dossiers sous sa responsabilité. Un ministre qui prend un arrêté, qui dit oui, j'ai morcelle, j'ai loti, et il est blâmé au niveau du Conseil des ministres. Le lendemain, il prend un arrêté retirant l'arrêté précédent. Mais c'est comme dans quelle république? Même le Gondwana, il ne fonctionne pas comme ça quand même. Hein? Même le Gondwana. Hein? Même le Gondwana. Hein? C'est terrible ici. Et voilà, ça c'est un ministre de la République. Il est fier de lui. Il sort en gros cylindré, payé au frais de la République, costard, cravate. Ministre, quel ministre, monsieur? J'ai aucun respect pour toi ou pour vous. Ok? Hein? Donc le chantage alors, de votre ami Daniel Safou ne vous dit rien. Et là, vous saisissez l'occasion pour régler des comptes à un ancien ami devenu désormais un ennemi, quoi. Quoi, un ami ancien? Monsieur-là m'a volé mon siège. Il m'a volé mon siège de député national, ça a été établi. Quoi? Vous voulez me dire quoi? Devenu ennemi? Ou que c'est lui qui m'a intubé un jour de ma vie? Donc un pote à toi qui débarque chez toi, qui connaît ta femme, qui connaît tes enfants, qui connaît sa femme et ses enfants. Toutes les occasions pour se venger sont bonnes, hein? Toutes les occasions pour se venger. Il reste plus qu'une année, cette histoire des sièges, vous allez les drainer toute votre vie, Mike.
attendez, Perrault. De me venger de quoi? De venger d'un homme qui rampe. Qui rampe, c'est pas simplement parce qu'il a accumulé des millions qu'on peut le respecter dans la société. Vous pensez que je suis dans cette culture-là? D'un homme qui rampe, qui a de problèmes ici. Vous êtes au courant. Ici, un restaurant, T19, femme d'autrui, ainsi de suite, bâtiment de l'État. Vous n'êtes pas au courant de cette affaire? Et vous me voyez, moi, mon Québec, me laisser impressionner par un tel individu? Qui vous a dit ça? Je suis né d'un père et d'une mère qui m'ont inculqué des valeurs. Pas d'un père qui, à la fin de sa vie, a commencé à verser dans les pratiques de fabrication de la fausse monnaie. Ah non. Pas du tout. Mike, vous allez me confirmer. Il a dit, voilà, on l'a traité de pauvre, il est pauvre, au moins il a une parcelle, moi j'ai pas encore de parcelle, qu'il a acheté à la sueur de front. Il n'est pas allé dans de combines pour fréquenter ce qu'ils appellent Yombo, hein, pour multiplier les dollars. Mon père n'a jamais fait ça, moi. Il m'a appris de valeur, il a encore envie. Ma mère a vendu du pain sur sa tête, et une grosse bassine comme ça. Il m'a appris à être fier de moi. Dans cette, je gagne à la sueur de fond. Donc, c'est pas des individus comme ça qui peuvent m'impressionner. Si gros qu'ils soient, avec de la mon point que moi j'ai pas, ça m'impressionne pas. Allez, Mike, on va amorcer petit à petit l'atterrissage. Vous allez me confirmer. J'ai sous mes yeux ici un tweet attribué à Héritier Watanabe qui vous dit merci. Parce que semble-t-il, vous l'avez encouragé pour son concert. Si c'est vous me contredisez. Vous avez souvent été en contradiction avec les musiciens. Ça, c'est quoi? C'est un changement de style. Vous avez changé les fusils d'épaule. Non, attendez. Je me bats pour une société de valeurs. Ce que je n'aime pas dans mon pays, notamment dans ma ville de Kinshasa, c'est ce copinage incestueux entre la classe politique et les musiciens. Quand dans une société, ce sont les musiciens qui commencent à marquer le tempo et à dire qui est le plus riche, alors que celui qui est présenté le plus riche, c'est comme le plus riche, c'était chez couleur, la société a des problèmes. Ça, j'ai toujours combattu. Mais qu'un jeune comme Héritier Watanabe, qui est en train de monter, projette un concert et que je l'encourage, je me dis que ça n'a rien à voir avec ce que je dénonce. Rien à voir. Pourquoi lui? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avec Fali? Pourquoi lui? Si je n'ai pas fait avec Fali. Ouais. Vous n'étiez pas au courant, je l'ai fait avec Fali. Ah, ok. Ah, là, ce sont des jeunes d'une autre génération qui ont une autre compréhension de la musique. Je le vois se battre. Ils veulent être à l'international et au Congo en même temps. C'est pas comme leurs aînés qui, jusqu'à ce jour, dorment toute la journée et se réveillent la nuit pour aller toller les gens. Toller. Hein? Les Congolais comprendront ça. Non. Qui veulent attendre que les gens arrivent au pouvoir, qui vivent des dédicaces. Non, ces jeunes-là, je les encourage. Je les fais pour Fali. Et j'en suis fier, autant que je l'ai fait pour aujourd'hui, Héritier Watanabe, Motona Tembe. Et si ça ne vous gêne pas, au micro de Perrault, j'appelle encore le Congolais à dire que ce que vous aurez investi ici, au Bokotongawa, au Botombola, au Tombolibanda, Botombola, Manawana, Motona Tembe. Bakongomani, Banakisana, Sengibino Boye, Bélé. Botombola, ye. Donc, yo pose les 25 dans le concert Héritier dans le stade. Te, ganga, ok, na mindulu te, na suliskaka ya kolobawa. Yo Zobenga Batouaga et Mindoul alors qu'il y a la guerre dans l'Est, c'est quel peuple qui danse et qui boit alors que son pays est en guerre? La question c'est laquelle? Cette question m'a été posée. Alors si les musiciens qui ne vivent que de leur profession, vous leur interdisez de chanter, il faut aussi interdire aux léopards de jouer. C'est pas ça. Eux, c'est ça leur boulot. Il ne faut pas prendre ça en termes de chanter, de jouissance. C'est leur boulot. Sinon, leur fermons partout qui ne jouent plus. Ça va être injuste. Nous allons prendre cette décision d'interdire au musicien de jouer en vertu de quelle législation? Dites-moi un peu. C'est bien de les penser. Et je suis même de cœur, en cœur, de cœur et en cœur avec ce qu'ils dépensent. Mais comment les faire sur le plan légal? De dire il n'y a plus de musique. Est-ce que nous sommes en état d'urgence ici? Les léopards vont jouer, les gens vont descendre dans la rue, vont festoyer la victoire. Pourquoi seulement les musiciens? C'est leur gagne-pain. Comment vous voulez leur priver de leur gagne-pain?
Alors, mettons-nous autour de table de réflexion, ça signifie quoi? Ils vont jouer, peut-être dans des cabarets, pas dans des stades. Je n'y comprends rien. Et comment nous allons le faire sur le plan légal? Dites-moi un peu, parce que la démocratie, son plus grand piège, c'est d'être respectueux de la légalité. Vous ne pouvez agir qu'en vertu de la loi. Quelles sont les marges de manœuvre que la loi nous donne sur cette question? Non, soyons intelligents, montons un peu. Allez. Okay. Honorable Mike Moukebaye, ça a été un grand plaisir de vous avoir pour cette émission. Merci à vous de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de remercier Sepel et Perrault pour tout le travail qu'ils ont fait pour le Congo. Dieu seul sait, la nation reconnaîtra les siens un jour. Merci beaucoup, merci. Allez, madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'honorable Mike Moukebaye. On est largement revenu sur la situation sécuritaire dans l'Est et le discours de Félix-Antoine Tshisekedi d'hier. Allez, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Retrouvons-nous demain pour d'autres numéros et avec d'autres invités. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.